avez vu précédemment la libération de Verdun. Nous sommes ici à Longuillon. Nous allons faire quelques mouvements sur les traces de la 2e division d'infanterie appelée Indian Head. Donc cette division avait combattu en Normandie, où elle était arrivée au jour J+1. Et en septembre 1944, moment qui nous concerne, la division était au repos quelques jours après avoir mené de durs combats à Brest en Bretagne. C'est à ce moment-là qu'elle a rejoint un nouveau commandant de compagnie qui était le capitaine Charles B. MacDonald. Alors Charles B. MacDonald, qui est-il en quelques mots? Eh bien, ce n'est pas un officier de carrière, ce n'est pas un West Pointer comme on dit, mais c'est ce qu'on appelle un officier 90 jours. Pourquoi 90 jours? Eh bien, ce sont des gens qui se sont engagés, et qui, sur base de leur diplôme, ont été formés comme officiers pendant une durée de 90 jours. Au moment où le capitaine MacDonald arrive en Bretagne, il a dans sa compagnie quelques nouveaux, mais beaucoup d'anciens combattants qui ont vécu les durs combats de Normandie et de Bretagne. La compagnie I à laquelle il appartient arrive ici à Longuillon, un jour de septembre 1944. Les hommes ont été transportés dans un train composé de 48 wagons. Les officiers ont eu la possibilité bien sûr de s'installer dans des wagons pour voyageurs, mais les soldats, eux, ont voyagé dans les wagons de marchandises, 40 hommes, 8 chevaux. Le voyage a été long depuis la Bretagne, car le convoi dans lequel circule la compagnie était tributaire d'autres convois plus importants. Au moment où les hommes débarquent ici sur ce quai à Longuillon, le temps est brumeux, le ciel est couvert. Les hommes descendent fatigués. Certains ont encore de la paille qui colle à leur équipement. Le capitaine MacDonald est là, qui le regarde descendre et il s'interroge. Il se demande si lui, le jeune officier, sera à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il donne ses ordres afin de faire quitter le quai pour que les hommes se rassemblent sur la route devant la gare. C'est un mouvement administratif qu'il va faire. On entend par là un mouvement qui va se faire sans pression de l'ennemi. Voilà, c'est par ici que sont passés les hommes de la compagnie I du capitaine MacDonald. Ils ont franchi ceci, qui était à l'époque une petite barrière, pour se rassembler sur la route. Dans l'ordre, le groupe de commandement, les 1er, 2e, 3e et 4e pelotons. Voilà, donc c'est sur cette route que la compagnie se rassemble. Le capitaine MacDonald est ici, il les regarde. Il réfléchit à tout ce qu'il va devoir faire. Les hommes sont fatigués, arrivés sur place, ils réajustent leur équipement. Les tenues sont tout à fait diversifiées. Les anciens ont simplement gardé leur équipement normal, vais-je dire, donc la veste ou le blouson. Par contre, d'autres, à l'instar du capitaine MacDonald, qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore l'expérience, ont donné priorité à la chaleur. Ceci pour dire qu'ils portent leur longue capote de laine. Et comme on va le voir dans quelques instants, tous vont amèrement regretter d'avoir gardé leur capote sur eux au lieu de la fixer sur leur pactage. Le capitaine MacDonald s'arrête un moment ici, à ce carrefour, et il regarde passer une partie de sa compagnie. Toujours, il exprime sa fierté par rapport à ses hommes. Le pont qui était ici avait été détruit par les Allemands durant leur retraite et remplacé par un pont Belay, un pont provisoire lancé par le génie américain. MacDonald, dans son livre Company Commander, évoque la rivière tumultueuse qui était à l'époque gonflée par les pluies et la région montagneuse dans laquelle il avance. Il entend un de ses hommes dire qu'il espère ne pas avoir à se battre dans une région telle que celle-ci parce que ce serait très dur. Après avoir regardé un moment ces hommes passer, MacDonald accélère le pas pour reprendre la tête de sa compagnie et partir vers l'endroit qui lui était assigné pour le bivouac. Il espère une chose, c'est que ces hommes n'auront pas à dormir dans une partie trop découverte parce que le temps est très mauvais, il y a du vent, oui. Une fine pluie commence à tomber et on craint qu'il y ait des orages. La compagnie I du capitaine MacDonald avance en tête du régiment. Derrière elle suivent les compagnies K, L et M. Comme on le voit, le relief est très important. La route monte très fort. Les soldats qui portent leur matériel, qui ont voyagé dans des conditions inconfortables, sont fatigués. Certains, comme le capitaine MacDonald, subissent le choix qu'ils ont fait de garder leur lourde capote en laine, car cela est très lourd et tient très chaud.
Le capitaine MacDonald regrette également ce choix pour une autre raison. Dans le train, il a attrapé un rhume. Son nez coule beaucoup. Il voudrait se moucher, mais il se rend compte que s'il veut atteindre le mouchoir qui est dans sa poche, il lui faudra s'arrêter, déboucler son ceinturon, ouvrir sa capote pour prendre le mouchoir. Ce serait pour effet de ralentir la compagnie. Il décide donc de continuer et il va régulièrement s'essuyer le nez d'un revers de manche. Voilà, donc les hommes du capitaine MacDonald arrivent de cette route et au moment où ils arrivent ici, le commandant du bataillon, le colonel Tuttle, les attend dans sa jeep. Là, il donne aux compagnies l'emplacement de leur bivouac. C'est ce que craignait le capitaine MacDonald. Ils vont devoir dormir dans une partie dégagée, en l'occurrence dans cette zone-là. Le capitaine donne les ordres aux hommes de s'installer et comme si le ciel avait entendu que les hommes arrivent sur place, au moment où les hommes commencent à déboucler leur pactage, une pluie très forte commence à tomber. Les hommes s'empressent de monter leur tente qui est un abri très rudimentaire. En réalité, chaque soldat portait une toile et il fallait que deux hommes se mettent ensemble pour former une petite tente pour les abriter. Cette tente n'offrait pas beaucoup de confort car il n'y a notamment pas de tapis de sol. Au moment où ces hommes s'installent, MacDonald demande à son officier adjoint de s'occuper du montage de la tente pendant que lui va au briefing du commandant du bataillon. Une grande tente commandement a déjà été installée, ce qui fait que pendant quelques instants, MacDonald va pouvoir s'abriter de la pluie. Après avoir reçu les ordres pour le mouvement du lendemain, il rejoint sa zone de bivouac. Il donne l'ordre à la sentinelle de garde de faire passer les consignes, de réveiller la compagnie à 5 h du matin le lendemain. Les hommes ont installé leur petite tente. Certains sont déjà couchés, d'autres en ont profité pour réchauffer leurs rations. Au moment où le capitaine MacDonald s'installe dans sa tente, il a deux désagréments. Le premier, c'est que ce commandant adjoint, commandant second, s'est déjà endormi et occupe une partie de la tente. Il lui faudra donc le pousser un peu pour s'installer. Deuxième chose désagréable qu'il constate, c'est que dans la précipitation, son adjoint n'a pas pris le temps d'égaliser à un minimum le sol. Donc MacDonald va s'apercevoir qu'il est couché sur une bosse, une grosse motte de terre qui va le gêner toute la nuit. Autre inconvénient durant la nuit, bien on voit très bien le sol qui est incliné, donc il pleut très fort, ce qui fait qu'il va y avoir de perpétuels ruissellements et la pluie va s'infiltrer dans les tentes, empêchant les hommes de dormir correctement et en tout cas en gardant leur matériel et même leur sac de couchage mouillé. Le lendemain matin à 5 h du matin, comme prévu, le capitaine MacDonald est réveillé. Les hommes sont en train de prendre un rapide déjeuner sur base de leur ration K et ils reçoivent à ce moment-là l'ordre de se dépêcher parce que les camions qui doivent les emmener vers la Belgique sont arrivés plus tôt que prévu. Les hommes avalent donc très rapidement leur déjeuner, leur ration, bouclent leur pactage et embarquent dans les camions. Le mouvement va les amener vers la frontière belge qui est toute proche via la petite ville d'Aubange. Ils vont ensuite passer par Arlon où ils vont pénétrer au Grand-Duché, rapidement traverser le Grand-Duché pour rejoindre la frontière belge et occuper des positions sur la frontière belgo-allemande à hauteur de Saint-Vith. Et c'est là que le bataillon se trouvera au moment où sera déclenchée la bataille des Ardennes, mais ceci est une autre histoire. Donc le bataillon du capitaine MacDonald appartenait au 3e régiment de la 2e division d'infanterie. Comme on l'a dit, le PC du bataillon s'est installé dans une grande tente commandement ici. Par contre, le PC du régiment, quant à lui, est installé dans la ferme qu'on voit là-bas. Ça offrait bien sûr beaucoup d'avantages au point de vue du logement pour les officiers supérieurs, mais surtout au point de vue de la préparation des salles d'opération, etc. Voilà, c'est par cette route que la division I du capitaine MacDonald est passée lorsqu'elle est entrée en Belgique pour s'aventurer vers le secteur qu'elle allait occuper durant la bataille des Ardennes. Donc devant moi se trouve Mont-Saint-Martin, par où est venue la division en venant de Longuillon. Et là-bas nous avons la ville frontière d'Aubange et la Belgique. Nous sommes maintenant à Attu. Nous allons évoquer la libération de la ville par les troupes américaines le 9 septembre 1944 et les combats qui ont eu lieu, ainsi que les tragiques événements
qui se sont déroulées ici, à cet endroit notamment, une semaine auparavant. Le 3 septembre 1944, la ville d'Attu est assez agitée. La veille, il y a eu beaucoup de mouvements de troupes allemandes qui commençaient à quitter la région. Le chef de la résistance d'un groupe nommé les Insoumis, Pierre Lütgen, avait donné pour directive ne pas tirer sur les Allemands. Parce que l'exécution de soldats allemands pouvait entraîner des représailles. Par contre, il dit, si maintenant vous savez faire des prisonniers, récupérer les armes, c'est très bien. Mais la population est très nerveuse. On a entendu dire que la rumeur dit que les Américains sont à Longwy. Cette rumeur n'était pas fondée. L'erreur peut venir du fait que la veille, que 2 jours auparavant, le 1er septembre, de brefs combats avaient lieu à Longuillon entre une unité avancée américaine et les Allemands. Mais les Américains avaient été obligés de se replier. Donc, le 3 septembre, les Américains étaient encore loin d'Attu, que ce soit en venant de la France ou de la Belgique, car ils n'étaient pas encore passé la frontière à hauteur de Florenville à ce moment-là. Les gens se remontent et disent qu'il faut agir. Ils ont notamment en tête l'insurrection de Paris qui a eu lieu quelques semaines auparavant. Et malgré les directives données par les chefs de résistance, on commence à donner des armes. Et le 3 septembre, peu avant 10 h du matin, 2 résistants se trouvent ici, à ce carrefour. C'est à ce moment-là que survient de cette route un sidecar avec 2 soldats allemands. Dès qu'ils sont à portée de vue, les résistants tirent sur les Allemands. Les Allemands se mettent à couvert et ripostent. Les résistants n'étaient pas bien protégés et les deux résistants vont être tués par les Allemands. Les Allemands s'approchent, transportent les corps vers une de ces maisons là, en laissant des traces de sang au sol. Nous sommes ici au centre d'Aubange. C'est sur cette place que le 3 septembre 1944, en fin de matinée, se trouvait une unité allemande. Apparemment, c'est une unité qui avait fait un arrêt dans le mouvement pour préparer son repas de midi et faire ce qu'on appelle la maintenance à la halte, c'est-à-dire faire un rapide contrôle des véhicules avant de continuer le mouvement. C'est ici que les 2 motocyclistes allemands qui avaient réchappé à l'embuscade tendue par les résistants sont venus chercher du renfort. Les 2 motocyclistes sont venus d'Attu, qui est la route que l'on voit là-bas. L'unité se prépare et fait mouvement. Elle arrive ici d'Attu après s'être préparée aux environs de 13 h. Directement, ils occupent les lieux. Sur place se trouvent encore 2 résistants qui étaient venus voir ce qui se passait suite au coup de feu. Les Allemands les aperçoivent, les résistants veulent se sauver, mais les Allemands les tuent tous les 2. Voyant les traces de sang qui avaient été laissées lorsque les corps des précédents résistants étaient tués, les Allemands vont vers les maisons et interrogent les habitants. Pendant ce temps-là, M. Longueville, qui était un des habitants de cette maison, qui travaille à l'usine, apprend que des événements se sont déroulés près de sa maison. Il quitte donc son travail, vient en vélo pour voir ce qui se passe. Au moment où il arrive, les Allemands sont en train d'interroger son épouse. Le voyant arriver, les Allemands le prennent pour un résistant et sans perdre de temps, ils décident de le pendre à un lampadaire qui se trouvait quelque part ici. Détail tragique, ils l'ont pendu avec la corde à sauter qu'utilisait sa fille. Un témoin qui était présent s'offusque de ce qu'il voit. Il dit que c'est barbare, que c'est inhumain. Il n'a pas le temps d'en dire plus, car il est descendu d'une rafale de Schmeiser, un pistolet mitrailleur allemand. Une des maisons sera également incendiée. Donc, suite aux tragiques événements qui se sont passés ici le 3 septembre 1944, cette place, qui s'appelait auparavant Place de la Gare, a été rebaptisée et s'appelle maintenant la Place des Martyrs. À 10 h, au moment où les 2 motocyclistes allemands étaient pris à partie par les résistants à l'autre bout de la ville, une voiture avec 2 officiers venant de Pétange subit le tir de résistants. Les officiers peuvent réagir très vite et la voiture peut faire demi-tour sans encombre, mais les officiers allemands partent vers Pétange afin d'aller chercher des renforts. À cet endroit, peu après, un groupe d'Allemands sur une charrette tirée par un cheval est pris à partie par
des résistants qui ouvrent le feu depuis le sommet de la côte. Ces tirs vont semer la panique dans le quartier. Beaucoup de gens qui étaient encore assez proches décident d'aller se cacher, notamment dans les caves. Les deux officiers allemands ayant échappé à l'embuscade sont repartis vers Pétange. Peu après, ils reviennent avec un renfort de 200 hommes et deux blindés, des Panzer. Les deux blindés vont s'arrêter à un carrefour, tout d'abord à hauteur de la pharmacie. Un va prendre position à ce carrefour pour tenir en enfilade la grande rue, et l'autre va aller prendre position dans la rue du centre, à hauteur environ de l'école que l'on distingue encore là, qui est le grand bâtiment. Le véhicule, apparemment celui qui était là-bas, va tirer 2 obus vers l'hôtel de ville, qui était à l'époque l'hôtel de ville, qui va être atteinte, ainsi qu'à une pharmacie qui se trouvait tout proche. Une habitante qui parle allemand décide courageusement de sortir de chez elle. Elle va vers les officiers allemands et elle parvient à les convaincre que ce ne sont pas les résistants d'Atu qui ont ouvert le feu, mais que ce sont des résistants venus de Longwy et que ces 2 résistants sont repartis vers la France. Oui. Au moment où ils sont ici, les Allemands apprennent qu'un groupe de résistants s'est réfugié dans l'usine. Ils décident donc d'intervenir pour essayer de les déloger. Nous avons là des résistants d'Atu et des résistants venus renforcer depuis Musson. Donc les troupes allemandes étaient logées dans cette maison ainsi que dans une maison un peu plus loin et les officiers étaient logés en face. Le 9 septembre, les troupes américaines venant d'Alanzy au Bange traversent la ville d'Atu. Ils avancent en colonne par 2 à chaque côté de la route. Un officier américain qui parle français est parmi eux en tête et il donne pour directive aux habitants de ne pas rester dans la rue et de rentrer chez eux. Au moment où les Américains arrivent à quelques dizaines de mètres, à peu près là où il y a un restaurant chinois, des Allemands qui étaient à cet endroit, donc à l'époque ce garage n'existait pas, c'était un jardin, des Allemands qui étaient à cet endroit ont ouvert le feu sur les Américains et ont jeté des grenades. Les Américains ont riposté, mais il y a malheureusement eu 2 victimes parmi eux. 2 soldats ont été tués. Après avoir fait le coup de feu, très rapidement, les soldats décident de se rendre. Alors on dit les soldats allemands, en réalité c'est les soldats de l'armée allemande, mais c'était des Arméniens qui étaient commandés par des officiers et des sous-officiers allemands. Mais l'unité était une unité d'origine principalement arménienne. Suite à cela, les 2 cadavres des soldats américains sont mis sur un véhicule et sont ramenés vers l'arrière, à peu près à hauteur de la place qui se trouve près de la pharmacie. L'unité américaine qui a libéré la ville était la 5e division blindée qui a été renforcée par le 110e régiment de la 28e division d'infanterie américaine, la division surnommée Bloody Bucket, dont nous aurons l'occasion de reparler car c'est elle qui a libéré la région et qui a mené de durs combats durant la bataille des Ardennes. Nous sommes toujours à Atu, à un endroit où a eu lieu un événement qui est interdit par les lois de la guerre. En entendant les bruits des véhicules, 2 soldats allemands qui se trouvaient dans une de ces maisons qui était un coiffeur décident de sortir pour se rendre. Ils avaient dit un peu auparavant aux habitants qu'ils n'attendaient une chose, c'était l'arrivée des Américains pour pouvoir se rendre à eux, car c'était 2 soldats arméniens qui étaient enrôlés dans l'armée allemande. Directement, une Jeep les voyant, une Jeep américaine s'est avancée, des soldats sont descendus et les 2 Allemands ont été mis face contre un mur ici, après avoir été désarmés. Ensuite, sans qu'on sache réellement pourquoi, la mitrailleuse qui se trouvait sur la Jeep a ouvert le feu. Les 2 Allemands ont été exécutés. Alors pourquoi ces 2 hommes qui se rendaient ont été exécutés alors que ceux qui ont tué 2 soldats américains ont eu la vie sauve après le combat? Comme on dit, c'est la guerre. Donc nous le sait expliquer. Après avoir libéré Atu, les troupes américaines ont continué tout droit vers le Luxembourg et vers la ville de Pétange, où là malheureusement, peu après être entrés dans la ville, ils vont avoir un contact avec l'unité allemande et les Américains vont encore perdre un véhicule et à tuer. Le soir du 9 septembre,
apprenant que la ville a été libérée, des résistants reviennent dans la ville, en ordre. Et là, ils sont surpris de l'accueil qui leur est réservé, car ils sont hués par une partie de la population qui leur reproche d'avoir agi malgré les ordres qui avaient été donnés. Ils reprochent tout ce qui a été fait, les représailles qui ont été commises par les Allemands. Et Madame Longueville, dont le mari avait été pendu, exhibe devant eux la corde de sa fille qui a servi à pendre son mari. Nous sommes ici à la jonction de la Grand Rue et de la rue du Centre. C'est ici qu'un premier panzer allemand s'était positionné, le second ayant continué un peu plus loin pour prendre une position de tir vers l'intérieur. C'est aussi dans cette rue, sur une place située un peu plus loin, que le 9 septembre, après la libération de la ville par les troupes américaines, ont eu lieu les règlements de compte. Donc la population a rassemblé les collaborateurs qui ont subi des insultes, des coups, et également les femmes qui ont été accusées de collaboration horizontale, on leur a tondu les cheveux. Certaines personnes qui ont assisté à ça disent qu'ils étaient très choqués par tout ce qu'ils voyaient, car c'était vraiment quelque chose de terrible. Nous sommes ici sur le site de l'ancienne usine d'Attu. C'est ici qu'ont eu lieu des combats le 4 septembre, donc le lendemain des événements tragiques que nous venons d'évoquer. Des résistants attusiens, renforcés par des résistants de Musson, s'étaient retranchés dans l'usine. Les troupes allemandes, qui consistaient en 200 hommes avec un véhicule blindé, sont venus pour essayer de les déloger. Au moment où ils sont entrés à l'entrée de l'usine, ils sont tombés sur Pierre Ludgen, qui était le chef de résistance, nommé les Insoumis. Ils l'ont arrêté avant qu'il puisse se réfugier à l'intérieur de l'usine. Le combat a commencé entre les Allemands et les résistants. Profiteur d'un moment d'inattention de la part des Allemands, Pierre Ludgens a tenté de s'évader, mais il a été tué d'une balle dans la tête. Voyant qu'il ne parvenait pas à vaincre la résistance des maquisards, les Allemands décident de se replier afin de revenir le lendemain avec des forces plus conséquentes. Suite à la perte de leur chef, les résistants vont désigner un nouveau chef qui est Aimé Botterberg, qui va prendre la décision de se replier vers Musson. En effet, ils se rendent très bien compte que si les Allemands reviennent en force avec plus de troupes, plus de chars, ils ne sauraient sans doute pas tenir plus longtemps. Il prend sur lui de faire exécuter un collaborateur luxembourgeois qui travaillait pour la Gestapo. Durant les combats, les résistants avaient fait 30 prisonniers. Il laisse le choix aux prisonniers. Soit il les accompagne dans leur fuite, soit ils restent ici et ils attendent l'arrivée de leurs camarades qui vont sans doute venir le lendemain. Seuls 2 Allemands vont décider de revenir, de rester sur place pour attendre leurs camarades. On ne sait pas pourquoi les autres sont partis. Sans doute ont-ils considéré qu'ils étaient bien traités par les résistants, qu'il n'y aurait pas de danger, que les troupes américaines étant proches, ils allaient se rendre aux Américains, ce qui leur permettre d'avoir la vie sauve. N'oublions pas que c'était des soldats d'origine arménienne qui n'avaient pas vraiment beaucoup de motivation pour le régime nazi. Les résistants vont donc fuir pendant la nuit, ils vont se réfugier dans les galeries minières de Musson. Lorsque les Allemands vont venir le lendemain, ils vont trouver l'usine vide. Ils vont se contenter de saboter tout ce qui est matériel de communication et ils n'oseront jamais s'aventurer dans les galeries minières car ils se rendaient compte que c'était quelque chose de beaucoup trop dangereux pour eux vu la grande étendue que ça représentait. Il faut se rappeler que les galeries allaient vers Longwy, vers Mont-Saint-Martin, vers Thil, donc c'était très, très vaste. Nous sommes ici à l'endroit où Pierre Ludgen, chef de la résistance, a été tué. Un monument avait été dressé en son honneur. La plaque commémorative a pour l'instant été enlevée, sans doute pour être rénovée. Si vous voulez découvrir l'endroit, ce monument se trouve au numéro 1 rue de Terminal à Attu. Nous sommes ici à Pétange, au Grand-Duché de Luxembourg. Nous sommes à 3 km d'Attu et de la Belgique. Les troupes américaines venaient donc d'Attu et c'est à cet endroit que le véhicule de reconnaissance M8 qui était commandé par le lieutenant Iman Josephson a été atteint par un projectile anti-char tiré par un canon, un PAC. Le lieutenant Josephson fut le premier soldat américain tué pour la libération du Grand-Duché de Luxembourg. Malheureusement, 2 mois plus tard, durant la bataille des Ardennes,
des milliers d'autres soldats américains vont tomber sur ce territoire. Nous sommes maintenant devant un véhicule de reconnaissance M8 Greyhound, tel que celui qui était commandé par le lieutenant Josephson. Et c'est ici que nous nous disons au revoir. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de l'évocation de la libération de notre région et de la bataille des Ardennes, où nous évoquerons notamment les durs combats menés par la 28e division d'infanterie. Je vous remercie.